La ligne, c'est la mission, c'est l'obligation. Faire demi-tour, la honte, l'échec, l'interdiction morale. Il faut passer, il faut que le courrier arrive en temps et heure, et qu'importe le danger, et qu'importe la mort. Des hommes sont là pour répondre aux défis. Connus ou inconnus, ils sont plus d'une centaine à ne jamais être arrivés à l'escale. Tous semblables au grand Mermoz qui ouvre toutes les routes, ou à Guillaumet qui, de son propre aveu, a accompli ce qu'aucune bête n'aurait fait. Tous sont allés au bout d'eux-mêmes. Au-delà du vol, ils ont découvert la planète. Leur aventure n'était que prétexte à leur réflexion. Ils ont franchi le désert, la mer et les montagnes. Ils ont affronté les éléments et leurs propres angoisses. Tout cela pour se révéler. Derrière chaque pilote apparaît l'homme et derrière l'homme, la morale. La vie devient sublime car elle est vécue pour elle-même. Rien, jamais, en effet, ne remplacera le compagnon perdu. On ne se crée point de vieux camarades. Rien ne vaut le trésor de tant de souvenirs communs, de tant de mauvaises heures vécues ensemble, de tant de brouilles, de réconciliations, de mouvements du cœur. On ne reconstruit pas ces amitiés-là. Il est vain, si l'on plante un chêne, d'espérer s'abriter bientôt sous son feuillage. Ainsi va la vie. Nous nous sommes enrichis d'abord, nous avons planté pendant des années, mais viennent les années où le temps des faits se travaille et déboise. Les camarades, un à un, nous retirent leur ombre, et à nos deuils se mêle désormais le regret secret de vieillir. À considérer l'ensemble de l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry, apparaît la continuité du mouvement de dépouillement qui le conduit de la forme du roman Courrier Sud au conte philosophique Citadelle. La préoccupation morale qui est celle de l'auteur envahit peu à peu ses écrits. Terre des hommes est à ce titre démonstratif. La réflexion morale s'affirme jusqu'à devenir le livre lui-même. On comprend alors le contresens qu'il y aurait à voir des aventuriers ou des surhommes dans ces aviateurs qui ont fait la ligne. L'eau. Eau, tu n'as ni goût, ni couleur, ni arôme. On ne peut pas te définir. On te goûte sans te connaître. Tu n'es pas nécessaire à la vie. Tu es la vie. Tu nous pénètres de plaisir qui ne s'explique point par les sens. Avec toi rentrent en nous tous les pouvoirs auxquels nous avions renoncé. Par ta grâce s'ouvrent en nous toutes les sources taries de notre cœur. Tu es la plus grande richesse qui soit au monde, et tu es aussi la plus délicate, toi si pure, au ventre de la terre. On peut mourir sur une source d'eau magnésienne, on peut mourir à 2 pas d'un lac d'eau salée, on peut mourir malgré 2 litres de rosée qui retiennent au suspens quelques sels. Tu n'acceptes point de mélange, tu ne supportes point d'altération, tu es une ombrage divinité, mais tu répands en nous un bonheur infiniment simple. Au-delà de leur courage, au-delà de leur folie, il faut retenir leur déception, mais aussi leur exigence morale. La ligne est le symbole d'une nécessaire réflexion sur la condition humaine. L'action et la réflexion se mêlent, se confondent. L'homme se révèle. La morale de Saint-Exupéry est exigeante, difficile. Cependant, elle n'est pas ingrate. Les vraies valeurs sont aussi de vrais plaisirs. Pour l'auteur du Petit Prince, on ne se réjouir du monde si la privation ne nous apprenait la saveur et le prix.
Je m'assis en face d'un couple. Entre l'homme et la femme, l'enfant, tant bien que mal, avait fait son creux, et il dormait. Mais il se retourna dans le sommeil, et son visage m'apparut sous la veilleuse. Ah, quel adorable visage! Il était né de ce couple-là une sorte de fruit doré. Il était né de ces lourdes hardes, de cette réussite de charme et de grâce. Je me penchai sur ce front lisse, sur cette douce moue des lèvres, et je me dis, voici un visage de musicien, voici Mozart enfant, voici une belle promesse de la vie. Les petits princes des légendes n'étaient point différents de lui. Protégés, entourés, cultivés, que ne serait-il devenir? Quand il naît par mutation dans les jardins une rose nouvelle, voilà tous les jardiniers qui s'émeuvent. On isole la rose, on cultive la rose, on la favorise. Mais il n'est point de jardinier pour les hommes. Mozart, enfant, sera marqué comme les autres par la machine à aboutir. Mozart fera ses plus hautes joies de musique pourrie, de la puanteur des cafés-concerts. Mozart est condamné. C'est dans le dernier chapitre de cet ouvrage que Saint-Exupéry expose les principes sur lesquels repose son humanisme. Pour lui, la seule valeur, la seule vérité qui s'impose à l'esprit est celle que l'homme porte en lui. L'homme étant la représentation idéale de ce que nous sommes. Tout est paradoxal chez l'homme, déclare-t-il. C'est pourquoi la vérité ne se démontre pas. Elle s'affirme, elle se révèle de l'action d'individus qui sont unis par un désir, par une croyance, par un soupir qui leur donne d'échanger quelque chose de supérieur à eux-mêmes, et d'individus, ils deviennent hommes. À quoi beau discuter les idéologies, si toutes se démontrent, toutes aussi s'opposent, et de telles discussions faut désespérer du salut de l'homme, alors que l'homme partout, autour de nous, expose les mêmes besoins. Nous voulons être délivrés. Celui qui donne un coup de pioche veut connaître un sens à son coup de pioche. Et le coup de pioche du bagnard qui humilie le bagnard n'est point le même que le coup de pioche du prospecteur qui grandit le prospecteur. Le bagne ne réside point là où les coups de pioche sont donnés. Il n'est pas d'horreur matérielle. Le bagne réside là où les coups de pioche sont donnés, qui n'ont point de sens, qui ne relient pas celui qui les donne à la communauté des hommes. Et nous voulons nous évader du bagne. Riche en poésie, écrit dans une prose d'une beauté toute classique, épousant parfaitement la pensée, Terre des hommes est un de ces livres admirables qui viennent opportunément éclairer les hommes sur le sens à donner à leurs conditions et au monde. Quand nous prendrons conscience de notre rôle, même le plus effacé, alors seulement nous serons heureux. Alors seulement nous pourrons vivre en paix et mourir en paix, car ce qui donne un sens à la vie donne un sens à la mort. Et si même le voyage est un voyage heureux, le pilote qui navigue quelque part sur son trousseau de ligne n'assiste pas à un simple spectacle. Ces couleurs de la terre et du ciel, ces traces de vent sur la mer, ces nuages dorés du crépuscule, il ne les admire point, mais les médite. Semblable au paysan qui fait sa tournée dans son domaine et qui prévoit à 1000 signes la marche du printemps, la menace du gel, l'annonce de la pluie, le pilote de métier, lui aussi, déchiffre les signes de neige, les signes de brume, des signes de nuit bienheureuse. La machine, qui semblait d'abord l'en écarter, le soumet avec plus de rigueur encore aux grands problèmes naturels. Seul,
au milieu du vaste tribunal qu'un ciel de tempête lui compose, ce pilote dispute ce courrier à trois divinités élémentaires, la montagne, la mer et l'orage. La vérité, ce n'est point ce qui se démontre. Si dans ce terrain et non dans un autre, les orangers développent de solides racines et se chargent de fruits, ce terrain-là, c'est la vérité des orangers. Si cette religion, si cette culture, si cette échelle de valeur, si cette forme d'activité et non telle autre favorise dans l'homme cette plénitude, délivre en lui un grand Seigneur qui s'ignorait, c'est que cette échelle des valeurs, cette culture, cette forme d'activité sont la vérité de l'homme.